Je n'ai pas besoin de vous présenter toutes les deux. On vit un moment, on est très heureux d'être ici, et 2050 tout particulièrement, mais je crois que collectivement on est heureux d'être ici parce qu'on prend une bouffée d'énergie, une bouffée d'envie, de mobilité, de mobilisation. Et en même temps, on ne peut pas ne pas penser qu'il y a une certaine gravité dans la période que nous vivons aujourd'hui. Donc on va revenir à des choses très pragmatiques. Et 10 ans, on est presque 10 ans après l'accord de Paris, Laurence. Ça a suscité un espoir, un engouement, une dynamique formidable. Il s'est passé des choses en 10 ans quand même. Même si aujourd'hui, on parle de backlash, on sait que la plupart des pays ne sont pas dans les clous des promesses qu'elles avaient faites lors de l'accord de Paris. Comment vous voyez le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui a coincé, si quelque chose a coincé? Il semble qu'il y ait quelque chose qui est coincé. Et à l'heure où on voit les choses de façon assez sombre, je sais que vous ne voyez pas des choses de cette manière-là. Je vais vous demander de prendre un micro qui est devant vous. Oui, celui-là ou celui-là. Il marche celui-là, oui. Voilà, on vous entend. Enfin, vous me connaissez, je ne vais pas être déprimée, parce que ce n'est pas le moment. En plus, ça ne sert à rien. Avant le déjeuner, c'est bien. Puis vous connaissez le pari de Pascal. On est embarqué. Soit on regarde la catastrophe. Il y a la très belle phrase de Victor Hugo, il faut étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Alors c'est déjà, il faut se mettre comme ça. Bon, en plus, depuis Paris quand même, alors je sais bien qu'il y a des gens qui y croient, qui n'y croient pas, mais regardons ce qui s'est passé depuis 10 ans. L'année dernière, les investissements dans les énergies renouvelables, vous le savez bien, sur 3 trillions, c'était 2 pour les énergies renouvelables, 1 pour les fossiles. Nous étions exactement dans les proportions inverses, juste 3 ans avant. Le 12 décembre 2015, je n'aurais pas imaginé que les véhicules électriques chinois, d'ailleurs, il faut reconnaître, seraient au Brésil, commenceraient à dépasser les voitures à base d'éthanol. Je n'aurais pas pensé que les batteries auraient baissé de prix de 90%. Pareil, en gros, pour les énergies, enfin pour le solaire, aussi pour l'éolien. Donc on est dans un monde technologiquement différent et c'était l'idée de l'accord de Paris avec toutes ces composantes complexes, c'était de dire la vision du futur, le regard sur le moyen terme et le long terme, il est dans cette transition écologique. Et il y a beaucoup d'entreprises qui y ont cru, de gouvernements qui y ont cru et qui y croient encore. Même nos voisins nordiques qui ont d'autres coalitions politiques que la nôtre, ils ont continué. Ils font de l'acier vert en Finlande, y compris d'ailleurs en prévision des dépenses militaires. Donc il y a eu, et puis y compris, on regarde les prévisions d'augmentation des températures. Avant Paris, c'était quand même plus de 3 degrés, de 3 à 4. Aujourd'hui, on est probablement autour de 2 degrés 5. Même des gens vraiment très indépendants comme Carbon Tracker, qui est un des grandes ONG qui mesure les scénarios, les évolutions, les pratiques, dit qu'on pourrait être très en dessous de 2 degrés parce qu'il se trouve que très probablement les émissions de la Chine ont piqué et vont descendre. Elles ont déjà commencé à descendre et elles pourraient descendre très significativement. Premier trimestre de diminution. Voilà. Donc on est dans un autre monde que celui d'avant Paris. Mais en même temps, évidemment, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Ça ne fait pas plaisir aux gens qui font du gaz, du pétrole, et qui ont des marges confortables. Et toutes les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie disant la demande d'énergie fossile, en particulier le pétrole, va baisser, c'est très mauvais pour les bénéfices, pour ceux qui vont investir, même si les poches sont très profondes. Et le développement d'ailleurs du lobby des énergies pétrolières, j'aime pas parler comme ça, je ne suis jamais simpliste. Mais là, franchement, pour quelqu'un qui va dans ces COP depuis 30 ans et qui s'occupe de climat depuis 30 ans, je n'ai jamais vu un tel niveau d'agressivité. Jamais. Et donc oui, pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu économique parce que si on ne bloque pas parce qu'on est dans le dur. Cette transition maintenant, eh bien, c'est vrai qu'il y aura moins d'investisseurs, que les assureurs vont commencer à dire c'est vraiment trop dangereux de continuer comme ça, et ça affecte toute l'économie mondiale, évidemment, et ce n'est pas un hasard d'ailleurs qu'on ait fait cette année des progrès sur ce qui paraissait impossible, qui était évidemment de demander au secteur maritime de décarboner ses émissions, et c'était vraiment, je peux vous dire, c'était à Paris, c'était impossible d'y penser. Ça va être fait, et je crois qu'on aura le vote positif en octobre. Il faut attaquer l'aviation, on n'en est pas encore là,
Mais je vois complètement une transformation de ces visions. Donc, mais c'est vrai qu'il faut être dans un mode combatif parce que c'est une vraie bataille. Parce que c'est une bataille d'intérêt, une bataille de vision du futur. Alors, ce qui me fait un peu souffrir, c'est de voir qu'on écoute beaucoup aujourd'hui en Europe, encore trop, les États-Unis, alors que, c'est quoi, le modèle de transition écologique, il est à Pékin. On ne va quand même pas renoncer à ce qui a été l'identité européenne, de faire plus avant dans cette transformation écologique et de laisser quand même à des régimes dont on ne partage pas le mode de vie ou la vision aller plus vite et gagner ces marchés. Je termine sur quelque chose. 2009, pour ceux qui ont été comme moi à Copenhague, nous sommes tous rentrés en décembre extrêmement déprimés. Au début du février 2010, le bureau politique du Parti communiste chinois a fait une semaine de réunion sur le changement climatique et la transition. Et ils ont dit, c'est le moment d'y aller. Et c'est le moment où ils ont bâti leur stratégie sur le véhicule électrique, les matériaux critiques, les batteries, le solaire et l'éolien. Alors nous, on a pris du retard. Mais je pense qu'il faut arrêter maintenant. Et surtout pas se dire, ah ben on freine, on recule, c'est pas le moment, il faut simplifier, on va rien demander aux entreprises. Et je trouve que là, on est dans une espèce de perte de vision et d'identité qui est grave pour les citoyens européens, pour les citoyens français aussi. Je ne comprends pas toujours, enfin Agnès le sait, parce que je lui dis assez franchement, je ne comprends pas les hésitations du gouvernement français. Je ne comprends pas. Donc, où on veut aller en arrière, mais en arrière où quand on regarde ce que ça nous coûte, les importations de pétrole et de gaz, c'est beaucoup d'argent. Même si, bon, on a eu 2022, ça a explosé, c'est revenu, mais enfin, c'est cher, c'est très cher. C'est pas bon pour la balance commerciale dont on se plaint. Voilà. On va revenir bien évidemment sur l'échéance de la COP, et vous y serez. Vous serez d'ailleurs l'envoyé spécial, mais choisi par le Brésil pour aider à la coalition, notamment les Européens, mais aussi au regard de l'expérience qui est la vôtre et du succès de l'accord de Paris. Agnès Pannier-Runacher, voilà, vous êtes interpellée là par Laurence Toubiana, mais voilà, vous travaillez à la position de la France pendant son négociation de la COP. Vous êtes aussi dans le collège des ministres à l'échelle européenne pour préparer aussi une vision collective, une proposition collective. Voilà, en écho à ce que vient de dire Laurence Toubiana, comment vous vivez ce contexte? Est-ce que aussi pour vous c'est plus dur au sein du collège européen? Laurence Toubiana a parlé des tergiversations un peu du gouvernement, des hésitations. Hein, on sent que c'est des sujets difficiles sur lesquels il y a forcément de la tension politique et une difficulté à faire consensus. Dans quel état d'esprit vous êtes et qu'est-ce que vous avez vu là où vous êtes? Alors, d'abord, je pense que dans le contexte politique actuel, parler des tergiversations du gouvernement, moi j'aurais tendance à parler des tergiversations des groupes politiques et de l'Assemblée nationale. Je constate une chose qui n'est pas complètement reliée au combat climatique, mais qui est reliée au combat sur la pollution. Lorsque sur un texte comme les zones à faible émission, vous avez que le bloc central qui se bat, et encore dans une version un peu réduite, qui se bat pour maintenir ce qui est une des causes de mortalité importantes de ce pays, avec une politique qui a fait la démonstration qu'elle fonctionnait, puisqu'on a baissé les polluants dans l'atmosphère de 30% dans les grandes agglomérations ces dernières années. Ces 5 dernières années, ça ne s'est pas fait en 20 ans, ça s'est fait en 5 ans. J'ai un moment de saisissement. Donc c'est une question aussi de comment on porte le combat climatique, mais pas seulement, parce que souvent on oublie les deux orphelins qui sont le combat contre les pollutions et le combat contre l'effondrement de la biodiversité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, reconnaître le bilan. Comme le dit très bien Laurence, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années. Si on prend le cas de la France, les émissions de gaz à effet de serre ces 7 dernières années ont baissé de 24%. 24%, il y a 10 ans, personne n'aurait signé sur cette performance. Tu le dis très bien, la Chine est en train de baisser ou d'arriver à son pic d'émissions 5 ans avant la date à laquelle elle s'était engagée. 5 ans avant son objectif. Sur les énergies renouvelables, elle a également 5 ans d'avance.
Alors, le propre de la Chine est en règle générale de sous-promettre, ce qui lui permet de surdélivrer. C'est une tactique qui fonctionne assez bien et qui lui permet de récupérer, je dirais, tout le bénéfice auprès des pays en développement, là où l'Europe, on a tendance parfois, emportée par la volonté d'être la locomotive du système, à surpromettre et péniblement délivrer ou parfois sous-délivrer parce qu'on s'est mis des objectifs très hauts. Mais la transformation, elle est réelle. Et puis le troisième point, pour tous ceux qui sont aujourd'hui dans le déni climatique face à l'urgence écologique, c'est que ce n'est plus un combat pour la planète, c'est devenu un combat pour nous. Et puis quand on dit les générations futures, non, je veux dire, ce qui s'est passé cet été, c'est pour nous. C'est maintenant, c'est votre maison qui est un peu trop près de la plage, c'est votre grand-mère qui supporte mal la chaleur, c'est vos entreprises qui sont dépendantes de matières critiques des écosystèmes, du bon état des écosystèmes naturels, c'est vous. Et ça va se voir dans votre compte de résultats, très rapidement, si ce n'est pas déjà le cas en réalité dans les 3/4 des entreprises européennes, puisque d'après la Banque Centrale Européenne, qu'on ne peut pas soupçonner de militantisme échevelé, 72% des emplois sont liés au bon état, de manière critique, au bon état des systèmes naturels. Donc c'est un combat économique, et c'est un combat économique aussi géopolitique, puisque ce qui est en cause aujourd'hui, c'est l'accès à des ressources essentielles et rares, et donc sur lequel il va se développer de la conflictualité. L'eau, l'énergie, l'alimentation, les matières premières. Parce que produire en alimentation au-delà d'un certain nombre de degrés, la biologie vous dit, en fait, c'est pas possible. Les protéines éclatent, donc au-delà de tant de degrés, vous ne savez pas produire une salade. Au-delà de tant de degrés, vous ne savez pas produire du blé. Voilà, ça c'est une donnée. Alors on va faire des progrès, on va probablement avoir toute une recherche pour être plus résilient, mais néanmoins, il y a des limites physiques qui vont donc transformer cet enjeu en enjeu économique, de souveraineté et de conflictualité majeure dans les années qui viennent. Ce que vous dites là, et je pense en écoutant depuis ce matin les différents intervenants, il y a vraiment une prise de conscience des entreprises, en tout cas de celles qui sont là. Elles se mettent sur la trajectoire. Je crois qu'elles ont compris aussi l'enjeu absolument décisif, vital pour leur activité. Mais ce qui coince un peu, et je vous repose ma question un peu différemment, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est aussi l'échelon global, du multilatéralisme et de la capacité des États à se remettre un peu sur la trajectoire de l'accord de Paris, puisque c'est le thème de notre discussion. Quelle sera la position de la France dans quelques semaines ? Alors la position de la France, elle est constante, c'est la neutralité carbone en 2050. L'objectif de l'Union européenne aussi. La neutralité carbone en 2050, ça suppose des points de passage qui sont crédibles si on veut réellement atteindre la neutralité carbone en 2050. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on apprend aussi du passé. Et moi, je présidais le Conseil européen environnement, le Conseil européen énergie et le Conseil européen compétitivité quand on a fermé le texte Fit for 55. Et je me rappelle très bien de la manière dont on avait, avec beaucoup d'ambition et d'enthousiasme, réussi à faire atterrir ces législations sous la présidence française. En revanche, j'ai une énorme frustration que par rapport à ces textes qui étaient ambitieux, dans leur déploiement, eh bien, il a fallu par exemple 3 ans et demi pour sortir le texte sur l'hydrogène bas carbone. 3 ans et demi. Et les entreprises me disaient, mais moi je suis prête à m'engager, il n'y a pas de problème, simplement j'ai besoin de réponses, j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin de visibilité. Et pendant que la Commission européenne discute, et comme pendant que vous discutez à 27, j'ai des signaux contradictoires au contraire, côté États-Unis, côté Chine, soit des soutiens massifs, soit au contraire une incitation à passer par d'autres chemins. Et dans mon choix d'investissement, forcément, à un moment, je vais sauter la case Europe parce que soit je ne sais pas de quoi vous allez faire votre législation, soit au contraire, vous êtes en train de prendre un retard important. Donc notre position aujourd'hui, qui est une position
de négociation qui peut être perçu comme dur, mais je pense qu'il est nécessaire, c'est de dire on n'a aucun problème avec l'ambition climatique, on pense même que c'est une nécessité absolue pour le continent européen, mais il faut réaligner nos politiques européennes. Et ces politiques européennes, elles concernent notre politique commerciale. Je pense que les épisodes récents nous confortent dans cette idée qu'il faut réaligner la politique commerciale, réaligner notre politique de compétitivité industrielle et d'innovation, et donc le cadre des aides d'État, réaligner notre politique énergétique, réaligner tous ces différents aspects pour que, à la fin, lorsqu'on dit qu'on va faire moins 90, moins 100, peu importe, on soit capable de le faire et on ne rate pas la trajectoire. C'est ça qui est en jeu. Avant de faire réagir Laurence Toubiana, la France et les alliés sur cette position en Europe, vous serez unis ? Alors, si vous voulez, à un moment, moi j'ai pris la parole dans un conseil européen en disant c'est quand même fort de café que ce soit la France qui soit en train de se battre comme une diablesse pour défendre l'industrie européenne. Vous êtes où ? Et c'est vrai qu'on voit des ministres, alors c'est la difficulté de ces négociations. Moi, il se trouve que j'ai été ministre de l'Industrie pendant 4 ans et que je n'ai pas perdu cet élément dans ma compréhension et dans les combats que je porte. Mais mes collègues de l'environnement, ils n'ont pas la main sur des textes comme la taxation carbone aux frontières, qui est un texte essentiel. Ils n'ont pas la main sur les textes qui vont prévoir des clauses miroirs ou des conditions d'accès au marché européen dans le cadre de la politique commerciale. Et du coup, on a l'impression de traiter une partie du sujet sans avoir les éléments qui sont à côté. Donc, un des éléments de la discussion que nous avons, c'est de réaligner les choses et de bien dire l'objectif que nous poussons pour 2040 et pour 2035, il est aligné avec une politique qui est structurée, dans laquelle il y a la neutralité technologique. Et je dis ici que la France a eu une victoire historique en juillet dernier avec un commissaire qui prend la parole dans plusieurs journaux européens pour dire la neutralité technologique est incontournable. Le nucléaire fait bien partie des technologies qui vont nous permettre d'atteindre la neutralité carbone. D'ailleurs, il me l'a vendu comme étant une victoire extraordinaire pour la France. Je lui ai dit, c'est quand même embêtant qu'une victoire extraordinaire de la France consiste à dire ce que la science dit, ce que le GIEC dit, ce que l'Agence internationale de l'énergie dit. Au fond, vous êtes en train de me dire qu'écrire dans un texte que 2 + 2 = 4 est une victoire française. Je sais que politiquement, vous avez raison, mais soyons sérieux, maintenant, il faut continuer à avancer dans cet esprit d'avoir une politique crédible qui concilie climat et économie et sociale, parce que l'impensé de cette transition climatique, c'est l'impact social et c'est la question de la justice sociale. L'acceptation sociale. C'est pas l'acceptation, c'est la justice sociale. C'est vraiment la question de quand vous êtes propriétaire d'un petit pavillon loin en périphérie avec une voiture diesel et que vos revenus sont très modestes, vous faites comment ? Et vous n'êtes pas un salaud climatique. On rentre dans les sujets très concrets. Laurence, on est à quelques semaines de l'échéance de Belém. Vous y serez bien évidemment, vous serez même très tôt parce que les sujets finances commencent plus tôt. Quelle devrait être la position de l'Europe ? Et quelle position défendrez-vous ? Et j'espère qu'il faut soutenir ce que fait Agnès dans le gouvernement. Enfin, je peux le dire, puisque bon, je ne suis pas dans le gouvernement, donc j'ai une liberté de parole, mais ce n'est pas facile toujours pour elle. Et c'est vrai qu'on a besoin que les voix, notamment du secteur économique, financier et industriel, s'expriment de façon claire pour dire qu'il ne faut pas changer de cap. Je crois que c'est un message qu'aujourd'hui, il y a un tel brouillage politique aujourd'hui partout, on perd le sens de la direction. Et bon, Agnès, elle rappelle le sens de la direction, mais il faut la soutenir. Alors, qu'est-ce que c'est ? On a besoin d'une position européenne, et je comprends qu'il y a beaucoup de difficultés entre le Conseil des ministres de l'Environnement, les chefs d'État pour avoir une position. Mais la Chine va annoncer son plan climat en septembre. Il y a eu évidemment des discussions euro-chinoises au mois de juillet. Évidemment, la question de l'Ukraine paralyse une vraie discussion politique avec la Chine. C'est bien évident. Et en même temps, on a aujourd'hui plus de moyens, pression, c'est toujours un mot qui s'applique très mal à la Chine, mais d'entraînement
alors que la Chine est aujourd'hui sans doute dans les grands pays émergents le pilier le plus solide, avec le Brésil maintenant aujourd'hui évidemment, pour l'accord de Paris. Sans accord de Paris, la Chine ne peut pas continuer à développer ses exportations, c'est-à-dire le pari industriel qu'elle a fait. Donc on a un allié objectif avec ses difficultés qu'on connaît, et on a besoin d'une Europe qui dise nous aussi on continue et on n'attend pas le mois d'octobre. Moi, mon inquiétude, c'est qu'on attend fin octobre ou mi-octobre pour dire voilà ce qu'on va faire. On aura d'abord perdu beaucoup de crédibilité à New York quand même. On laissera la Chine faire ce qu'elle veut, alors qu'elle peut faire beaucoup plus s'il y avait un entraînement. Alors on peut faire des choses, hein, on peut avoir une position européenne, c'est ce pourquoi je plaide, qui effectivement dit on peut faire tant, peut-être 90 ou un peu moins, en 2040. On peut faire beaucoup plus si on a des coopérations avec d'autres, et coopération ça veut dire que les autres font aussi plus. C'est ce qu'on appelle un peu une conditionnalité. On l'a déjà joué à Copenhague, on pourrait le jouer maintenant. Et puis on a besoin d'un plan climat. Les autres vont arriver avec leur plan climat en septembre, les retardataires. Ça va être extrêmement difficile, y compris d'ailleurs dans la position dans laquelle je suis, alors que j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui m'appellent directement aujourd'hui pour dire on a besoin de cette présence européenne, on a besoin d'offrir à tous ceux qui vont être aussi nos partenaires, je pense à l'Afrique du Sud, au Brésil, mais aussi à l'Indonésie, à la Thaïlande, et plus loin, il y a beaucoup de pays africains dont nous allons dépendre des exportations de matériaux critiques. Qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui si on est dans une position de récession ou de rétrécissement, si on dit on ne peut pas décider, si on est, ce qui est évidemment toujours, Agnès le signale, toujours dans le problème européen de qu'on a beaucoup de discussions internes avant d'arriver, et c'est plus le moment. On a besoin d'exister internationalement. On est en train quand même, c'est maintenant malheureusement tous les jours dans la presse, de disparaître. On a besoin d'amis et de comprendre, je m'excuse de dire ça aussi brutalement, mais j'ai passé l'été à écouter tous ceux qui influencent l'administration américaine, y compris le vice-président. Pour eux, l'ennemi, ce n'est pas la Russie, c'est l'Europe. Et pourquoi l'Europe ? Précisément parce qu'on a choisi d'aller vers la transition écologique. Quand vous entendez, bon, alors il est un petit peu fou, hein, un idéologue, mais enfin qui a quand même beaucoup de moyens sur l'administration américaine, dire de Greta Thunberg et l'antéchrist, alors vous pouvez dire il est complètement braque. Bon, c'est une hypothèse. Prend trop de kétamine, je ne sais pas ce qu'ils prennent tous les jours, mais enfin bon. Mais quand même, ça veut dire qu'ils focalisent, la vision idéologique, et elle n'est pas que idéologique. Ils veulent de l'énergie à tout prix. Ils veulent que le secteur pétrolier et gazier américain, avec qui se sont fait une alliance pour la présidence de Trump, gagne. Donc, il ne faut pas qu'on soit naïf. Et je trouve que là, bon, je ne suis pas du tout déprimée, mais il faut vraiment qu'on se dise où est notre existence, où est notre progrès, où est notre compétitivité. Et c'est pour ça qu'on a besoin, effectivement, et Agnès a raison, ce n'est pas les ministres de l'Environnement qui vont le faire, c'est le plan financier, pardonnez-moi parce que je ne travaille plus beaucoup en français, le MFF, ça c'est très important, les aides d'État, c'est très important, le public procurement, les achats publics, 2 trillions par an, un moyen d'investissement incroyable. C'est complètement changé notre politique des aides d'État. Mais on a besoin de tout ça. Et c'est vrai qu'on avait quand même, grâce à vous, grâce au moins 55%, grâce au Green Deal, on avait un plan. Là, le plan, il est vraiment très confus et c'est peut-être ce qu'on a besoin de recréer. Je vais laisser Agnès réagir, mais juste une dernière question, Laurence. On est déjà au terme de notre discussion, ça passe très très vite, c'est passionnant. Le multilatéralisme. Le succès de l'accord de Paris, c'est le succès du multilatéralisme, même de façon très originale. Vous avez contribué même à inventer des choses très spécifiques pendant la construction de cet accord. Aujourd'hui, on se dit, dans ces conflits géopolitiques que vous avez évoqués, l'une et l'autre d'ailleurs, est-ce qu'il est encore opérationnel ? Un des grands pays, les États-Unis, sortent de l'accord de Paris, sortent du multilatéralisme. Est-ce que la mécanique même qui a permis le succès de l'accord de Paris, est-ce qu'elle peut encore fonctionner dans le monde d'aujourd'hui ? Alors il faut la transformer, la réformer. Et effectivement, on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a des moyens de le faire. Je vois aussi, et je suis contactée par beaucoup de gouvernements, je pense à la Corée du Sud, enfin, plein de gouvernements qui disent comment on fait avec l'Europe. Donc oui, je crois qu'on ne peut pas avoir exactement la même forme. C'est un vrai problème d'avoir une administration qui a décidé, elle l'a annoncé il y a quelques jours, qu'elle allait faire pression sur les pays
grâce aux relations commerciales, pour qu'ils n'emploient pas des politiques climatiques et qu'ils se retournent vers l'économie fossile. Donc là, la bataille, elle est claire. Hein. Voilà, il y a leur ligne. Mais il y a beaucoup de pays qui demandent comment on va faire avec l'Europe pour résister à ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on offre. Et c'est ça, je crois, le futur du multilatéralisme, c'est de lier finance, commerce et transition écologique et coopération technologique dans des ensembles où on fera sans les Américains. Et on peut, me semble-t-il, encore les faire. Alors bon, c'est sans les Américains, sans les Russes. Bon, les Iraniens, je pense qu'ils ne vont peut-être pas être tellement candidats, mais enfin, il y en a d'autres. Hein. Agnès, la conclusion vous appartient. Est-ce que vous partagez cette vision de Laurence Tobiana ? Il faut regarder à nouveau le verre à moitié plein. Depuis le début de l'année, on a passé un accord sur la COP biodiversité, alors que la COP à Cali s'était arrêtée dans une forme d'élan, mais parce que l'Union européenne, en réalité, avait haussé le ton et que, par un artifice, la négociation a été arrêtée. Et lorsque les pays sont revenus à la table, ils sont revenus dans des dispositions d'esprit un peu plus constructives, et ça a fonctionné. On a passé un accord historique à l'Organisation mondiale internationale du transport maritime où ce sont les entreprises elles-mêmes qui se sont engagées à un dispositif en gros de bonus-malus ou d'ETS, enfin l'équivalent, au niveau international, et ça c'est historique. On a la conférence des Nations Unies sur les océans obtenu des bougies très important, et notamment un traité qu'on traînait depuis une vingtaine d'années qui est en passe, enfin qui va être ratifié dans l'année sur la protection des hautes eaux. Donc en fait, le multilatéralisme, ça fonctionne. Ce qui est un petit peu nouveau, moi, dans le vécu que j'en ai, puisque j'ai fait maintenant, pas autant que Laurence, mais quelques négociations climat, la COP28 qui a marqué, je pense, vraiment un point élevé où on a enfin formulé l'indicible qui était la sortie des énergies fossiles, a été extraordinairement mal vécu par les pays fossiles. Extraordinairement mal vécu. Le transitioning away, hein, c'était ça. Transitioning away fossil fuels, qui au passage est une formulation écrite par des diplomates français qu'ils ont passé en discrètement. On sent qu'il y a du travail derrière. Non, parce qu'on était très fiers de ça, et c'est vraiment la diplomatie française n'est pas pour rien dans cette affaire, mais peu importe. A créé un effet de résistance très fort dans toutes les salles de négociation à partir de cette date-là, et notamment de l'Arabie Saoudite et du Moyen-Orient, parce qu'ils ont vu la chose leur échapper, et c'est vrai que c'est existentiel pour ces pays-là. C'est-à-dire qu'il faut quand même se regarder de quoi, comment le monde est organisé. Il y a des pays pour lesquels la sortie des énergies fossiles est existentielle, et donc parce qu'ils voient la menace se concrétiser et que c'est plus quelque chose de théorique, ils résistent très fortement. C'est vrai pour les entreprises. Effectivement, tu citais les lobbies, on va dire fossiles. Moi, c'est souvent un discours qui me fatigue parce que vous ne recevez pas nécessairement sur tous les textes un coup de fil du lobby ceci ou du lobby cela, mais ce lobby-là, il est effectivement quand même assez présent et bien organisé. Et aujourd'hui, vous avez la Russie, le Moyen-Orient et fait nouveau les États-Unis qui s'organisent pour continuer à investir dans les fossiles. Mais, et c'est là où il ne faut pas être dupe, c'est que les États-Unis arrivent à la fois à investir dans les fossiles et en fait générer du business, mais investir aussi dans les technologies vertes. Ils n'ont pas tout arrêté du jour au lendemain. Il y a quand même une volonté. Enfin, business is business. Donc, la réalité, c'est que si l'Europe, tout d'un coup, hésitait, clairement, elle se fera prendre de vitesse par la Chine, qui continue avec un rythme de très organisé, et planifié. Volontariste. À eux seuls, je rappelle qu'ils représentent la moitié du déploiement des énergies renouvelables mondiales. Alors certes, ils font du charbon à côté, mais ils font beaucoup d'énergie renouvelable. Ils font de la batterie électrique, enfin, ils font toutes les technologies de transition. Et de l'autre côté, la Chine, vous avez quand même un certain nombre d'entreprises qui continuent à investir parce qu'elles y voient leur intérêt. Et l'Inflation Reduction Act n'a pas été remis à zéro. Hein. C'est pas vrai. Il n'a pas été remis à zéro. Sur certaines technos, oui, mais pas sur toutes. Dont certaines qui sont particulièrement mordantes pour la transition énergétique. Donc, ce serait une erreur
historique de l'Europe et des entreprises de penser que, en fait, il faut tout couper maintenant, etc. C'est un sujet de pérennité, de mon point de vue, en termes de compétitivité. Après, il faut qu'on évite d'être les idiots utiles de l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'il n'y a que l'Europe qui pense qu'il y a encore une Organisation mondiale du commerce qui est opérante. Donc, voilà, la naïveté est effectivement un problème, et c'est ça qui doit... c'est-à-dire on a le droit d'être égoïste dans le combat climatique, et je pense que c'est la meilleure façon de réembarquer tout le monde. On va rester sur cette idée du verre à moitié Merci plein et beaucoup, du volontarisme. mesdames. Merci infiniment.